Salut les amis, ce soir nous commençons avec le monde bruyant, enfumé et légèrement collant de la taverne médiévale, le cœur méconnu de chaque ville, le centre d'information officieux et le seul endroit où un chevalier, un fermier et un barde pouvaient tous se saouler également et se faire également voler. Ce n'était pas juste un endroit pour boire, c'était un lieu où le danger, le rire et la maladie se mêlaient librement sous un toit de chaume. Alors, avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint des quatre coins du monde. Maintenant, tamisez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux murmure en arrière-plan, et laissez-nous nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. Vous avez marché péniblement à travers une rue boueuse qui sent un mélange de cheval, de fumée et de soupe douteuse. Il pleut, bien sûr, ou vient juste de finir, donc tout est glissant, y compris votre seule paire de chaussures. Vous êtes fatigué, vous avez faim, et vous avez failli être renversé par une charrette pleine de navets 2 fois. Vous avez besoin d'un verre. Alors, comment trouvez-vous une taverne dans une ville médiévale? Il n'y a pas d'enseigne lumineuse, pas d'avis Yelp et certainement pas de GPS. Ce que vous avez, ce sont vos oreilles. Suivez simplement le bruit. Quelque part au-delà de la forge du forgeron et du poissonnier qui crie à propos de ses anguilles de rivières fraîches, il y a un chœur de rire, de cris, et quelqu'un qui chante agressivement à propos d'une oie. Et là voilà, un bâtiment en bois tordu penché légèrement, comme si même l'architecture avait eu un verre de trop. Suspendu au-dessus de la porte, une enseigne en bois à peine lisible avec une peinture grossière de « est-ce un tonneau ou un ours ou peut-être les deux ?» De toute façon, c'est ici. Bienvenue à la taverne. La marche d'entrée est glissante de bière, et alors que vous poussez la lourde porte au gond de fer, elle émet un grincement si long et dramatique qu'il pourrait être considéré comme sa propre forme de divertissement. Instantanément, l'air chaud et le riche parfum de fumée, de laine mouillée, de bière éventée et de viande mystérieuse vous frappent au visage comme une poignée de mains ivres. Vous y êtes arrivé. À l'intérieur, le plafond est assez bas pour faire se baisser les hommes grands et se cogner la tête aux hommes ivres. Le sol est en terre. Pas métaphoriquement, littéralement. Bien que quelqu'un ait étalé de la paille dans une tentative de prétendre que c'est plus propre, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de cabine privée, pas de serveur avec des menus et pas de conversation tranquille. C'est une taverne médiévale et elle ne vient qu'en 2 réglages. Bruyante et fermée à cause d'un incendie. Vous repérez un siège ouvert sur un banc bancal près du foyer, mais il est mouillé de... Vous ne demandez pas. Quelqu'un à proximité se dispute à propos d'un poulet volé. Un autre est évanoui avec une louche encore dans sa main. Un chien borgne ronge un os sous une table, comme s'il payait un loyer ici. Et ceci, amis, n'est que l'entrée. Vous venez juste d'arriver, et déjà ça sent une nuit à se souvenir, ou à oublier. Alors que la lourde porte de la taverne se referme derrière vous avec fracas, l'obscurité s'enroule autour de vos sens comme une couverture en laine humide, chaude, inconfortable et légèrement suspecte. Vos yeux s'ajustent lentement. La lumière des bougies vacille contre les murs noircis par la suie, projetant des ombres dansantes qui font que même les chaises semblent prêtes à chercher la bagarre. Le foyer flambe dans le coin éloigné, servant à la fois de chauffage et de danger de flammes ouvertes. La fumée dérive paresseusement dans l'air, ne s'échappant pas tout à fait par la cheminée qui pourrait être bouchée par un corbeau mort. Mais ce qui vous frappe le plus fort, ce n'est pas le bruit ou la chaleur, c'est l'odeur. L'odeur d'une taverne médiévale est moins aromatique que traumatisante émotionnellement. Les notes de tête sont la bière, chaude, aigre et éclaboussée libéralement sur toutes les surfaces. En dessous, la sueur. Des années de sueur, humaine, chevaline, et peut-être quelque chose de mythique. Ajoutez une touche de pain moisi, de paille mouillée et un murmure d'oignons bouillis, et vous avez un mélange qu'aucun parfumeur n'a osé mettre en bouteille. Les tables sont sculptées avec des années d'initiales, de dessins grossiers et de cicatrices de couteaux.
Elle vacille avec une sorte de fierté têtue. Les bancs grincent sous le poids des bottes boueuses, des capes épaisses et des décisions douteuses. Le sol, de la terre comme promis, mais recouvert de paille censée absorber les déversements, les crachats et le client inconscient occasionnel. Vous marchez prudemment, un faux pas, et votre pied s'enfonce dans quelque chose dont la texture est mieux laissée non décrite. La foule est un organisme vivant et respirant. Des rires bruyants éclatent dans un coin, tandis que deux hommes se disputent sur le prix d'un cochon dans un autre. Une femme claque une chope si fort qu'elle renverse la moitié de sa boisson, et personne ne bronche même. Un homme à la table voisine vous regarde avec l'air hébété de quelqu'un qui pense très profondément, ou qui oublie comment fonctionnent les chaises. Quelqu'un à proximité éternue. Tout le côté gauche de la pièce se penche collectivement. Et pourtant, malgré l'assaut accablant sur vos sensibilités modernes, il y a quelque chose d'accueillant ici. La taverne est vivante. Elle est brute, crue et complètement sans filtre. La version médiévale d'un centre communautaire, moins l'hygiène et avec 400% plus de cris. Vous trouvez votre siège. Il est un peu humide. Il est probablement maudit. Mais pour l'instant, il est à vous. À première vue, l'agencement de la taverne ressemble à quelqu'un qui a arrangé les meubles pendant un tremblement de terre et a ensuite décidé de les laisser ainsi. Il n'y a pas de plan, pas de zone de bar, pas de cabine, confortable, au fond, juste un déversement inégal et tentaculaire de tables de banc, de tonneaux et de la caisse en bois occasionnelle qui se fait passer pour un siège. Tout est soit trop rapproché, soit trop éloigné, selon votre degré d'ivresse. Le foyer est la seule véritable pièce maîtresse. Un grand feu ouvert, rugissant contre un mur, faisant de son mieux pour fournir chaleur-lumière, et une dose saine d'inhalation de fumée intérieure. Autour les gens se pressent pour le confort comme des papillons avec des chopes. Ceux qui ont les meilleures places monopolisent la chaleur. Ceux qui n'en ont pas, eh bien c'est à ça que sert la bière. Le bar, si vous pouvez l'appeler ainsi, est généralement juste une épaisse planche de bois, reposant sur deux tonneaux s'affaissant sous le poids des cruches des chopes et des coudes. Derrière se tient le tavernier, jonglant entre verser des boissons, crier des ordres et lancer à ce type dans le coin le regard de la mort qui signifie « Tu n'as toujours pas payé pour mardi dernier ». Il n'y a pas de menu. Vous demandez ce qui est disponible et vous vous préparez. La réponse est généralement de la bière ou « tais-toi et attends ». Un escalier étroit, possiblement d'origine, définitivement plein d'échardes, mène aux chambres à l'étage. Si vous plissez les yeux, vous pouvez voir une botte suspendue à l'un des poteaux de la rampe. Personne n'est tout à fait sûr si c'est décoratif ou un avertissement. Certaines tavernes ont une arrière-salle. Elle pourrait servir au stockage, elle pourrait servir au jeu illégal, ou elle pourrait être l'endroit où la dernière personne qui a insulté la serveuse a été emmenée, pour ne plus jamais être revue. Il vaut mieux ne pas demander. Les murs sont tachés de suie de bougies, les fenêtres sont couvertes de tissus graisseux ou de peau d'animal, et chaque surface a été soigneusement polie par les coudes, les bottes et les boissons renversées de générations passées. Et peut-être un poulet, d'une manière ou d'une autre, malgré le chaos, ou à cause de celui-ci ça fonctionne. Tout le monde sait où aller, comment s'asseoir, quand crier et quand se baisser. Ce n'est pas organisé, mais c'est vivant. Chaque taverne médiévale a un dirigeant. Et ce n'est pas le seigneur local ou le collecteur d'impôts, c'est le tavernier. Il peut ne pas porter de couronne, mais ne vous y trompez pas. Cette personne dirige le spectacle, à parts égales. Chef, serveur, comptable, babysitter et exécuteur de la justice de bar. Le tavernier est une institution à lui seul et il ne tolère aucune bêtise. Si c'est un homme, il est probablement construit comme un tonneau avec des bras, grisonnant, grincheux et sculpté dans de la viande séchée et de mauvaises décisions. Si c'est une femme, et souvent c'est le cas, elle est plus aiguisée qu'une lime de forgeron et peut faire taire une pièce d'un seul regard. De toute façon, ils ont tout vu, entendu pire et nettoyé du sang de la paille avant le petit déjeuner. Ils saluent les habitués d'un hochement de tête, les étrangers avec suspicion et les fauteurs de troubles avec une chope à la tête. Derrière le bar, ils gardent des onglets mentaux sur qui a payé, qui doit, et qui en a eu 3 de trop. Et ils le font sans rien écrire parce que l'alphabétisation médiévale peut être rare, mais la mémoire de taverne est terrifiante.
Le tavernier donne le ton. S'il est de bonne humeur, l'endroit bourdonne. S'il est de mauvaise humeur, vous feriez mieux de boire vite et de garder vos blagues pour vous. Il est l'arbitre dans chaque dispute, le juge dans chaque scandale de triche, et le premier à saisir un gourdin quand une bagarre éclate. Vous ne plaisantez pas avec le tavernier. Ils savent aussi tout. Qui est endetté? Qui a une liaison? Qui est arrivé en ville sous un faux nom? Besoin d'informations? Soudoyez le barman. Besoin de protection? Asseyez-vous près d'eux. Besoin d'une faveur? Il vaut mieux espérer que vous n'avez pas cassé une chope la semaine dernière. Certains ont un aide, un fils, une fille, un conjoint ou un orphelin qu'ils ont en quelque sorte adopté et qui fait maintenant porter des tonneaux 2 fois son poids. Ces assistants servent des boissons, nettoient les sols et essaient de ne rien renverser ou de ne pas se faire piétiner par des ivrognes. Alors, bien que la taverne puisse vous sembler chaotique, c'est en fait un écosystème très délicat. Et au centre, commandant tout comme un dieu de la tempête dans un tablier, se tient la seule personne qui maintient la bière qui coule et le toit qui ne s'effondre pas en émeute, le tavernier. Vous vous installez enfin sur un banc grinçant, esquivant les coudes et le ragoût renversé. Votre gorge est sèche, vos bottes sont humides, et il est temps pour l'événement principal, la boisson. Mais n'attendez pas une carte des vins ou une chope polie, c'est une taverne médiévale. Vos choix sont limités, tièdes et potentiellement mortels. Commençons par le classique, la bière. Non filtrée, non pasteurisée et généralement brassée dans l'arrière-salle où le chien dort. Elle est épaisse, trouble et vient souvent avec des particules flottantes, des morceaux de grains, de levure ou possiblement un morceau de la moustache du client précédent. Elle n'est pas froide parce qu'il n'y a pas de glace. Et vous ne demandez pas depuis combien de temps elle repose dans le tonneau. Vous buvez juste et espérez. Ensuite, l'hydromel, vin de miel. Ça sonne chic, non? En réalité, c'est doux, fort et occasionnellement explosif. Si le tavernier l'a fait lui-même, il pourrait être délicieux ou il pourrait avoir le goût du regret et du venin d'abeille. Il est généralement servi aux nobles, aux invités de mariage, ou à ce barde qui insiste pour être payé en or ou en hydromel. Puis, il y a le cidre, fait de pommes qui ont été soit fraîchement cueillies, soit tombées par terre il y a 3 semaines, piquant, acidulé et servi dans des chopes fissurées qui peuvent aussi servir de bols à soupe d'ici le matin. C'est la boisson de choix dans les régions riches en vergers ou pour ceux qui veulent quelque chose juste assez alcoolisé pour oublier l'odeur de l'homme assis à côté d'eux. Le vin, techniquement oui. Mais à moins que vous ne soyez dans le sud de l'Europe ou que la noblesse ne soit en ville, il est probablement coupé d'eau, aigri et servi avec une dose de sarcasme. Le bon vin est réservé aux seigneurs, aux évêques et aux marchands qui vient de vendre 12 caisses de sel. Et l'eau, c'est un choix audacieux parce que la moitié du temps elle grouille de mort invisible. Faire bouillir coûte du combustible et les puits propres sont rares. C'est pourquoi même les enfants boivent de la bière. Ce n'est pas pour l'ivresse, c'est pour ne pas mourir de dysenterie avant 8 ans. Personne ne mesure les doses ou ne prépare des cocktails ici. Vous buvez dans des chopes en bois, en argile ou en étain. Certaines ont encore le ragoût d'hier dedans. Vous levez votre chope, vous la reniflez et vous buvez. Elle est chaude, elle est amère et d'une certaine façon, elle est parfaite. Parce que dans la taverne médiévale, si c'est mouillé et que ça ne vous tue pas immédiatement, c'est un bon millésime. Alors, vous avez survécu à la boisson? À peine. Maintenant, votre estomac gronde, vous rappelant que vous n'avez pas mangé depuis le lever du soleil, et que votre dernier repas était principalement de l'orge et de la tristesse. Il est temps de manger. Mais ne vous excitez pas. Il n'y a pas de menu, pas de serveur, et absolument personne ne vous demande si vous avez des restrictions alimentaires. Vous ne commandez pas de nourriture dans une taverne médiévale. Vous demandez ce qui reste, puis vous espérez que c'est chaud et seulement vaguement mystérieux. La star de la table de taverne est généralement le pottage, un ragoût épais fait de tout ce qui traînait ce jour-là. Grains, légumes et protéines douteuses. Il cuit dans le même pot depuis lundi, et nous sommes maintenant jeudi. De nouveaux ingrédients sont ajoutés quotidiennement. Rien n'est retiré. C'est moins un repas qu'une capsule temporelle culinaire. Si de la viande est impliquée, félicitations. C'est probablement du lapin, du pigeon ou le poulet malchanceux qui s'est approché trop près du feu.
Si c'est de la viande de gibier, elle pourrait être délicieuse, ou elle pourrait être vieillie au-delà de la raison et assaisonnée avec désespoir. Votre bol est en bois ou en argile. Votre cuillère, soit la vôtre, soit vos doigts. La plupart des gens portent leur propre couteau. Donc manger est une affaire billot, couvert. Et n'attendez pas de serviette. Juste la manche de votre tunique ou un chiffon partagé qui a vu des choses qu'il n'oubliera jamais. Le pain est également au menu. Il est dur, sombre et lourd, plus une arme qu'un aliment. S'il est mou, il a été cuit aujourd'hui. S'il est dur, il a été cuit la semaine dernière. De toute façon, il se marie bien avec le fromage qui sent la vieille botte et qui a commencé à développer sa propre personnalité. Parfois, il y a du poisson salé, parfois des œufs marinés. Occasionnellement, vous trouverez une taverne offrant un spécial, ce qui est juste une façon plus élégante de dire « nous en avions trop qui traînaient ». Saveur, optionnelle. Texture, imprévisible. Pourtant, dans la lumière vacillante du feu, avec le bruit tout autour et la chaleur de la nourriture dans vos mains, ce n'est pas mal. C'est nourrissant, c'est chaud. Et si vous ne réfléchissez pas trop à ce qui flotte dans votre bol, cela pourrait même être réconfortant. Vous n'êtes pas ici pour une cuisine raffinée. Vous êtes ici pour manger comme un survivant. Une fois que vous avez trouvé votre siège, idéalement un sans couteau planté dedans, vous commencez à remarquer le vrai divertissement. Les gens. Une taverne médiévale est le fil d'actualité original des réseaux sociaux, bruyant, chaotique, à moitié vrai et pleinement engagé dans le partage excessif. À votre gauche, il y a un fermier au visage rouge déjà plongé dans sa 4e bière, racontant la même histoire sur sa vache qui a accouché de travers. Il vous tape l'épaule en pleine phrase comme si vous étiez un ami de toujours ou un bon remplaçant pour le cochon avec lequel il boit habituellement. Au bout de la salle, un étranger encapuchonné est assis dans les ombres, sirotant une boisson lentement. Il pourrait être un moine en fuite, un bandit, ou juste vraiment mauvais pour le contact visuel. De toute façon, vous ne faites pas de conversation avec lui, à moins de vouloir disparaître derrière les écuries. Près du foyer, un soldat en armure cabossée régale un groupe avec des récits de bataille. Son histoire implique des dragons, des Français et une épée qui parle. C'est définitivement faux. Personne ne s'en soucie. Sa chope est pleine et son public rit. Il y a un marchand, bruyant et transpirant, criant des prix pour du grain que personne n'a demandé. Il tire des pièces d'or de sa bourse comme un homme qui supplie d'être volé avant minuit. Une paire de locaux joue au dé sur une table déformée, leurs expressions intenses. L'un d'eux triche clairement, l'autre le sait et laisse faire, probablement en réservant le combat pour quand sa bière sera finie. Un barde gratte dans le coin, sa voix craquant sur les notes hautes d'une chanson d'amour qui ressemble étrangement à une qu'il vient d'inventer. Personne n'y fait attention. Il porte un pantalon et il est en accord. C'est déjà mieux que le type d'hier soir. Des femmes circulent dans la foule. Certaines sont du personnel de taverne, d'autres font leurs propres affaires. Elles ont le regard aiguisé, confiantes, et absolument pas à contrarier. Elles flirteront, riront ou vous casseront les dents selon votre ton. Les enfants se faufilent parfois entre les jambes, chipant du pain ou des pièces restants. Personne ne les arrête. C'est juste une partie du rythme. Tout le monde regarde, boit, complote et fait semblant de ne pas remarquer l'homme affalé sous la table. Cette taverne n'est pas juste un endroit pour manger et boire, c'est une performance vivante et respirante. Et ce soir, vous faites partie de la distribution. Oubliez les luttes et les ballades pour un instant. La vraie bande-son d'une taverne médiévale n'est pas une chanson, c'est une symphonie du chaos. Elle commence par un tintement de chope, des dizaines d'entre elles claquant contre le bois en célébration, négociation ou tir raté d'ivrogne. Certaines sonnent joyeusement, d'autres se brisent complètement. Les deux sont accueillis par des acclamations, puis vient le rire. Un gros rire sonore de ventre qui sonne comme s'il avait échappé d'un sanglier sauvage. La plupart n'ont aucun sens. Un fermier glousse à sa propre blague sur le foin. Un chevalier ricane au mot pottage. Un moine halète de manière incontrôlable chaque fois que quelqu'un dit canard. Vous apprenez rapidement à ne pas demander. Les voix se superposent les unes aux autres, chacune plus forte que la précédente, se battant pour la domination comme des coqs dans un poulailler. Il y a des disputes, des récits d'histoire, des cris sur les impôts
et au moins une personne qui cite mal les Écritures pour gagner un pari. Le barman crie des ordres tout en chassant les mouches. Une serveuse crie sur un homme qui a essayé de l'attraper, et quelqu'un continue de répéter une autre tournée comme un cri de guerre. Et dans le coin, le barde avec un luth à moitié accordé et 3 cordes manquantes joue les 4 mêmes accords en boucle, éclatant occasionnellement en vers sur l'amour perdu, les poulets trouvés ou les nobles qui ont mis leurs pantalons à l'envers. Personne n'écoute vraiment à moins qu'il ne commence à chanter sur quelqu'un dans la salle, auquel cas les choses deviennent très divertissantes ou très dangereuses. Quelqu'un renverse quelque chose, quelqu'un rote assez fort pour faire trembler les poutres, quelqu'un d'autre tombe d'un banc et continue de parler depuis le sol comme si c'était intentionnel. En arrière-plan, des chiens aboient, une chèvre belle. Pourquoi y a-t-il une chèvre ? Et les chaises raclent la terre comme des coups de tonnerre dans une caverne en bois. Ce n'est pas paisible, mais c'est étrangement rythmique. Occasionnellement, la salle se tait. Pas par choix, juste une accalmie soudaine. Ça dure exactement 3 secondes. Puis quelqu'un pète héroïquement et la musique recommence. Ce n'est pas du bruit de fond, c'est le battement de cœur de la taverne. Brut, bruyant et implacablement vivant. Une fois que la bière commence à couler et que le ragoût commence à se tasser, la taverne se transforme. Ce n'est plus juste un endroit pour manger et boire, elle devient un casino médiéval, moins les cordons de velours et avec beaucoup plus de cris. Le jeu est le sport de la soirée et tout le monde joue, des soldats usés aux garçons pieds nus avec des dés empruntés. Il n'y a pas de croupier, pas de patron de fosse, pas de règlement, juste une table en bois fissurée, une poignée de pièces de cuivre et la vague promesse que quelqu'un est sur le point de perdre sa dignité. Les dés sont le jeu de choix, sculptés dans de l'os, du bois ou ceux qui traînaient. Ils cliquettent sur les tables comme un tonnerre roulant, chaque lancé suivi d'un mélange d'acclamations, de gémissements et d'accusations de sorcellerie. Personne ne fait confiance aux dés. Tout le monde les utilise. Puis il y a les cartes. Si vous êtes dans une partie plus cultivée de la ville, épaisse, peinte à la main, usée sur les bords et manquant toujours une ou deux, les règles changent selon qui les explique. Parfois, vous essayez d'obtenir le nombre le plus élevé. D'autres fois, vous associez des symboles ou vous inventez simplement au fur et à mesure. C'est comme le poker, mais avec plus de gifles. Les paris vont de l'argent au shop, en passant par le bétail. Oui, quelqu'un a parié une meilleure chèvre. Quelqu'un d'autre a parié ses bottes, et quelqu'un d'autre a parié sa propre liberté pour la nuit. Spoiler, il a perdu. Les habitués sont habiles. Ils mélangent rapidement, lancent lentement et sourient un peu trop largement. Tricher, bien sûr, c'est la moitié du plaisir. Un dé caché ici, une carte marquée là, une toux mystérieuse quand le joueur chanceux se penche. Si vous gagnez gros, vous payez une tournée ou risquez de vous faire sauter. Si vous perdez mal, vous souriez, faites semblant de l'avoir voulu et poussez lentement votre chaise vers la porte. Des jeux secondaires éclatent aussi. Bras de fer, guerre de pouces et le toujours populaire, qui peut boire le plus sans tomber. Le gagnant gagne des applaudissements. Le perdant gagne une nuit sous la table et un mal de tête qui dure jusqu'au prochain jour de marché. Mais même quand les règles ne sont pas claires et que les enjeux sont absurdes, l'énergie est addictive. Parce que dans une taverne médiévale, la chance n'est pas juste un jeu, c'est un pari avec votre bourse, votre fierté et possiblement votre pantalon. Alors que la nuit s'approfondit et que la taverne se remplit de chaleur et d'humidité, un nouveau type de performance prend le plancher. Une fête de mots, de musique et de bêtises confiantes. C'est l'heure des histoires, style médiéval. Un barde se racle la gorge dans le coin, pinçant doucement un luth à moitié accordé, les cordes grinçant comme de vieilles bottes. Il lui manque quelques dents, mais pas un brin de confiance. Avec un geste dramatique, il se lance dans une ballade de chagrin, d'amour et d'héroïsme. Quelque chose sur un chevalier qui est tombé amoureux d'une sirène et s'est noyé noblement en récitant de la poésie. Personne ne le croit. Tout le monde écoute quand même. C'est comme ça que ça marche ici. La vérité est optionnelle. Le divertissement est tout. Autour des tables, d'autres se joignent. Pas des bardes, juste des clients avec un courage alimenté par la bière et une histoire à raconter.
Un homme jure avoir déjà lutté contre un ours et avoir survécu pour en boire. Un autre prétend avoir vu une sorcière transformer une vache en chèvre. Un troisième insiste sur le fait qu'il est apparenté à Charlemagne du côté de la cousine de sa mère. L'histoire de chacun commence par « Vous n'allez pas le croire, mais… » Et ils ont raison. Nous ne le croyons pas, mais nous voulons. Les vantardises deviennent des ballades. Les mésaventures deviennent des mythes. Quelqu'un raconte une blague si mauvaise qu'elle revient à être bonne. Quelqu'un d'autre récite un poème, probablement plagié du parchemin d'un moine. La salle applaudit, siffle ou lance du pain selon la qualité ou la quantité de la performance. Si vous avez de la chance, un skald ou un ménestrel pourrait passer par là. Des professionnels qui voyagent de ville en ville, échangeant de la musique contre des pièces, des repas et occasionnellement un endroit pour dormir à l'intérieur. Leurs chansons sont polies, leurs récits longs et leur capacité à exciter une foule dangereuse. Mais même eux connaissent la dahanot, la règle d'or des récits de taverne. Ne laissez jamais les faits ruiner une bonne histoire. Dans cette salle enfumée avec le feu qui crépite et les chopes qui clapotent, la narration n'est pas juste du divertissement, c'est de la tradition, c'est de la connexion. C'est ainsi que vous vous faites des amis, des ennemis et le partenaire de beuverie occasionnel à vie. À minuit, la moitié de la taverne rejoue l'histoire du chevalier unijambiste qui a combattu 6 bandits de grand chemin avec une louche. Vous riez, vous acclamez, vous oubliez que tout est inventé. Parce que dans une taverne médiévale, chaque menteur est une légende, si l'histoire est assez bonne. Alors que la nuit s'approfondit et que la bière continue de couler, quelque chose change dans l'air, une sorte d'audace alcoolisée. Le barde est à mi-chemin de sa 3e chanson, sur des bergères infidèles, et soudain tout le monde se sent romantique. Bienvenue au flirt médiéval. La subtilité a quitté le bâtiment. Ça commence par un contact visuel, ou du moins un œil, légèrement plissé à travers une brume induite par l'hydromel. Un homme avec 2 dents restantes se penche sur un banc et bafouille. « Madame, votre beauté brûle plus brillamment que le foyer. » Elle répond en lui lançant une croûte de pain sur le front. La salle applaudit. D'autres tentent leur chance plus doucement, offrant des chopes remplies, des compliments maladroits ou des offres pour aider à porter un bol de ragoût pour qu'il ne se renverse pas. Spoiler, il se renverse quand même. Si vous êtes une femme dans la taverne personnelle invitée ou marchande voyageuse, vous êtes probablement habitué à repousser au moins 3 poètes en herbe, 2 lutteurs de bras de fer et un homme qui essaie de vous impressionner en équilibrant un couteau sur son nez. Parfois ça marche. Habituellement, ça se termine par un œil au beurre noir ou une bourse vide. Pour ceux qui cherchent vraiment de la compagnie, les tavernes offrent plus que du flirt. Les courtisanes travaillent à la salle avec une aisance pratiquée, sachant qui a des pièces, qui a du charme et qui s'évanouira avant d'atteindre les escaliers. Les transactions sont discrètes, mais les implications sont bruyantes. Les amoureux jaloux? Oh oui. Rien ne déclenche un combat de taverne plus rapidement qu'un regard volé, une main errante ou un mari surprenant sa femme à rire un peu trop fort à la blague du barde sur les évêques. Les tables sont renversées, les chopes sont transformées en armes, un banc se casse en 2 à nouveau. Et pourtant, quelque part au milieu de tout ce chaos, de véritables étincelles volent. La fille timide d'un boulanger et un tailleur de pierre voyageur rient autour d'un ragoût partagé. 2 fermiers ivres se lient par une haine mutuelle des navets. Un moine flirte accidentellement avec une nonne. L'amour, ou quelque chose qui y ressemble, survit même dans les coins les plus bruyants. Parce que dans la taverne médiévale, la romance est à part égale, charme, chance, et ne pas tomber face la première dans votre bol en pleine phrase. Vous pourriez gagner un cœur, vous pourriez gagner une gifle. De toute façon, vous allez vous en souvenir, ou du moins en entendre parler le lendemain matin. C'était inévitable. Peut-être que quelqu'un a renversé une boisson, peut-être que quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre de tricher au dé, peut-être que 2 personnes ont revendiqué le même banc et qu'aucune n'a reculé, ou peut-être que quelqu'un a dit quelque chose sur la chèvre, la mère ou la soupe de quelqu'un d'autre. Peu importe vraiment, soudain c'est parti. La taverne, autrefois un flou de musique et de chopes, tourne sur un sou. Un tabouret vole, une chope s'écrase au sol, quelqu'un crie « Tiens mon pain !»
et se lance par-dessus un banc avec toute la grâce d'une catapulte ivre. Personne n'est surpris. En fait, la plupart des gens n'arrêtent même pas de boire. Un combat de bar au Moyen-Âge n'est pas rare, c'est attendu. C'est pratiquement une fonctionnalité. Et bien que ça sonne terrifiant, c'est généralement plus comique que mortel. Les gens balancent sauvagement, ratent, trébuchent et atterrissent dans le dîner de quelqu'un. Les cheveux sont tirés, les barbes sont saisies, les chemises sont déchirées. Le tavernier rugit comme un général de champ de bataille, tout en tenant une louche dans une main et un gourdin dans l'autre. Occasionnellement, quelqu'un rejoint le combat sans idée de pourquoi. Il a juste vu de l'action et a sauté dedans. Point en premier. D'autres placent des paris informels, applaudissent ou glissent leur chope hors de portée d'éclaboussure. Les armes, rares. La plupart des gens savent mieux. Sortir une lame dans une taverne peut transformer une bagarre occasionnelle en légende de taverne complète. Et personne ne veut être banni du seul endroit qui sert de la nourriture chaude et de la bière chaude. Finalement, quelqu'un frappe le sol et y reste. Quelqu'un d'autre trébuche dans un mur et décide que c'est un aussi bon endroit que n'importe quel autre pour s'asseoir et repenser sa vie. Le combat s'éteint comme une bougie de taverne, soudainement et sans cérémonie. Et voici la partie étrange. Une fois que c'est fini, c'est fini. Les combattants sont séparés, les chopes sont remplies, quelqu'un commence une chanson, et en 10 minutes, tout le monde rit à nouveau, y compris le type avec le nez qui saigne. Pas de rancune, pas de poursuite, juste des bleus, des histoires, et peut-être un nouveau surnom comme Arnold le Borgne ou Bill le casseur de bancs. Parce que dans une taverne médiévale, un bon combat fait juste partie d'une bonne nuit. Désordonné, ridicule et étrangement liant. Et si personne n'est trop gravement blessé, c'est juste une autre tournée de divertissement. Avant qu'elle ne devienne le visage le plus iconique de l'Égypte antique, immortalisé dans un buste de calcaire avec des pommettes hautes et un regard figé dans une confiance sereine, Néfertiti était une femme enveloppée de mystère. Son nom signifie « la belle est venue », mais personne ne sait exactement d'où elle venait. Certains croient qu'elle était la fille d'un puissant officiel égyptien nommé Haï, possiblement même la sœur d'Akhénaton. D'autres soutiennent qu'elle était une princesse étrangère envoyée en Égypte dans une alliance matrimoniale. Ses origines sont débattues, mais son influence est indéniable. Néfertiti apparaît dans les archives historiques comme un éclair, soudain, brillant et transformateur. Elle entre dans la vie d'Akhénaton, non pas comme une reine passive, mais comme une partenaire égale dans un règne qui secouerait les fondations religieuses et culturelles de l'Égypte. Ensemble, ils démantèleraient des siècles de traditions, rejetteraient le panthéon des dieux et élèveraient le disque solaire Aton comme la seule vraie divinité. C'était un mouvement radical, presque hérétique. Et Néfertiti ne faisait pas que regarder depuis le trône. Elle dirigeait des cérémonies, faisait des offrandes, même dépeinte dans l'art frappant des ennemis, un rôle typiquement réservé aux pharaons masculins. Contrairement aux autres reines qui étaient reléguées à l'arrière-plan, Néfertiti était omniprésente. Elle apparaît dans plus d'œuvres d'art de la période qu'Akhénaton lui-même. Dans ses représentations, elle n'est pas enveloppée de soumission. Elle se tient grande, parfois plus grande que nature, tenant le pouvoir littéralement dans ses mains. Et dans une société où les pharaons étaient divins, sa proximité avec Akhénaton, à la fois spirituellement et politiquement, suggérait quelque chose de plus. Peut-être qu'elle n'était pas juste reine, peut-être qu'elle était co-dirigeante, mais cette ascension n'était pas sans tension. L'Égypte n'était pas prête pour le bouleversement. L'ancienne prêtrise ressentait la perte de leurs dieux et temples. La capitale déménagea vers une nouvelle ville, Akhétaton, aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna, coupant les liens avec les anciennes voies. Et à travers tout cela, Néfertiti était là, sa figure gravée dans les murs de pierre, son nom chanté dans des hymnes au soleil. Pourtant, malgré toute sa visibilité dans la vie, sa mort est un acte de disparition complète. Pas de tombe, pas de corps, pas de fin confirmée, juste le silence. C'est comme si l'histoire, après avoir montré son éclat, choisissait soudainement de détourner le regard. Et c'est peut-être là que sa légende commence vraiment. Pour comprendre l'ascension de Néfertiti, vous devez d'abord rencontrer l'homme qui a tout changé. Pharaon Akhénaton,
Il n'est pas né avec ce nom. Il était à l'origine Amenhotep IV, un prince en ligne avec un héritage millénaire de dieux et de traditions. Mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur de lui. Certains appellent cela l'inspiration divine, d'autres disent la folie. Quand il devint roi, il tourna le dos au puissant Dieu Aimon et déclara une nouvelle vérité. Il n'y avait qu'un seul Dieu digne d'adoration, le soleil lui-même, l'Aton. Ce n'était pas juste un changement religieux, c'était un tremblement de terre qui a fissuré le socle de la civilisation égyptienne. Imaginez une société construite autour de temples, de prêtres et de rituels, se faire dire du jour au lendemain que leur Dieu était faux, leur culte obsolète. Akhénaton ne se contentait pas de prêcher le monothéisme, il l'imposait. Les temples d'Amon furent fermés. Son nom fut ciselé des monuments. Les statues furent brisées. Des villes entières furent abandonnées. À leur place, Akhénaton construisit quelque chose de nouveau. Akhétaton, une ville dédiée uniquement à Aton, où le soleil se lèverait directement entre les falaises et baignerait la ville de lumière sacrée. Et à travers tout cela, Néfertiti se tenait à ses côtés, non pas comme une épouse silencieuse, mais comme une participante complète. Dans les reliefs de la période, elle est montrée adorant Aton avec la même révérence qu'Akhénaton. Leurs filles sont souvent dépeintes avec eux, têtes inclinées vers le soleil radieux. C'était un portrait de famille différent de tout ce qui existait dans l'art égyptien, avant ou depuis. Même le style de l'art changea. Plus rigide et formel, mais lâche, exagéré, parfois même intime. Le roi et la reine s'embrassant, jouant avec leurs enfants, priant en robe douce sous le soleil. Néfertiti était partout dans ce nouveau monde. Parfois, elle éclipsait même son mari. Certains historiens croient qu'elle détenait un véritable pouvoir politique, peut-être même agissait comme co-régente. Il y a des inscriptions qui se réfèrent à elle comme Néfer-Néferuaton, un nom que certains croient qu'elle utilisait quand elle a commencé à régner de plein droit. Il n'est pas clair si Akhénaton partageait le trône par amour, stratégie ou nécessité, mais c'était clair, sans Néfertiti, cette révolution n'aurait peut-être pas tenu aussi longtemps. Mais les révolutions sont fragiles. Les dieux ne prennent pas gentiment le fait d'être remplacés. Et le peuple, il regardait tranquillement, attendant que l'ancien ordre revienne. Au sommet de son influence, Néfertiti était devenue plus qu'une reine. Elle était devenue une icône, non seulement de beauté, mais de féminité divine et de pouvoir royal. L'Égypte avait vu de grandes reines auparavant, Ahmose Néfertari, Hatshepsut, mais la présence de Néfertiti semblait différente. Elle ne gouvernait pas depuis les ombres ou ne prenait pas le pouvoir par la guerre. Elle remodelait le tissu spirituel et culturel de l'Égypte aux côtés de son mari en temps réel comme une déesse vivante. Elle donna à Akhénaton 6 filles, Méritaton, Meketaton, Ankhesenpaaton et d'autres, toutes fréquemment dépeintes dans des scènes familiales sous les rayons d'Aton. Curieusement, aucun fils n'a jamais été confirmé. Dans un royaume obsédé par la lignée, c'était à la fois un problème politique et un mystère historique. Était-ce le destin ou quelque chose d'autre était-il en jeu? Certains suggèrent qu'Akhénaton aurait pu avoir des fils avec d'autres épouses, ou même de manière plus controversée, avec Néfertiti elle-même, alimentant la spéculation moderne et des théories inconfortables qui vont du spéculatif au salace. Ce qui est certain, c'est que la maternité était centrale à son image. Dans l'art, Néfertiti est représentée berçant ses enfants, leurs petits bras tendus pour toucher ses joues. Ce ne sont pas des statues rigides et froides. Ce sont des moments vivants, gravés dans la pierre, intimes, émotionnels, radieux. À une époque où les pharaons étaient souvent des dieux distants, la représentation de Néfertiti comme une mère nourrissante adoucissait le divin, le rendant humain. Pourtant, il y avait un autre côté à son iconographie, bien plus puissant. Dans de multiples représentations, Néfertiti porte la couronne bleue généralement réservée aux dirigeants masculins. Elle est montrée frappant des ennemis, montant des chars, faisant des offrandes sans Akhénaton à ses côtés. Ce n'étaient pas des gestes symboliques, c'était une reine accomplissant les devoirs sacrés d'un roi. Cela suggère une vérité silencieuse mais radicale. Néfertiti se préparait peut-être à quelque chose de plus que le partenariat. Elle se préparait peut-être à régner.
Des murmures dans l'histoire suggèrent qu'après que la santé d'Akhenaton a commencé à décliner, possiblement en raison de troubles génétiques ou de stress, Néfertiti a pris plus de responsabilités gouvernementales. Mais c'est là que les archives commencent à s'estomper. Dans les dernières années du règne d'Akhenaton, elle disparaît de la vue du public. Pas de fanfare, pas d'inscription funéraire, pas d'enterrement confirmé. Est-elle morte jeune? Est-elle tombée du pouvoir? Ou était-elle sur le point de devenir quelque chose d'encore plus grand qu'une reine? Quelque chose que l'histoire a essayé et échoué d'effacer. Un jour, Néfertiti était partout, gravée dans les murs, louée dans les hymnes, régnant aux côtés d'un pharaon révolutionnaire. Et puis, comme un souffle dans le vent du désert, elle disparut. Aucune reine égyptienne antique n'avait jamais été aussi visible. Pourtant, vers l'an 12 du règne de 17 ans d'Akhénaton, les archives deviennent étrangement silencieuses. Son nom disparaît des inscriptions. Son image s'estompe de l'art. Pas de tombe, pas d'annonce de décès, pas de scène de deuil. Pour une femme si centrale au bouleversement culturel de l'Égypte, son absence est plus qu'étrange. C'est un trou noir dans l'histoire. Alors, que lui est-il arrivé? Une théorie suggère la réponse la plus simple. Elle est morte. L'accouchement était risqué, même pour la royauté. La deuxième fille de Néfertiti, Mekhetaton, disparaît également des archives à cette époque, indiquant possiblement une double tragédie. Une mère et une fille perdues dans le même moment sombre. Mais si c'était vrai, pourquoi pas de funérailles élaborées? Pas d'hommage, pas de temple. C'était une femme vénérée comme une déesse. Une mort tranquille ne correspond pas au scénario. D'autres ont proposé quelque chose de bien plus politique. Peut-être que Néfertiti est tombée en disgrâce. Peut-être que les marées ont tourné au sein de la cour royale. Akhénaton, de plus en plus isolé, aurait pu la mettre à l'écart, possiblement en faveur d'une autre épouse. Certains suggèrent qu'un co-dirigeant nommé Smenkhkarê, une figure énigmatique qui apparaît brièvement dans les archives historiques, aurait pu la remplacer. Était-ce un héritier masculin, un demi-frère ou Smenkhkare? Était-elle Néfertiti elle-même sous un nouveau nom? C'est la théorie la plus électrisante, que Néfertiti n'a pas du tout disparu, elle s'est transformée. Les preuves suggèrent que quelqu'un nommé Néfer-Néfer-Ouaton a régné dans les dernières années du règne d'Akhénaton. Cet individu utilisait la grammaire féminine dans les inscriptions et référençait même Akhénaton comme son mari bien-aimé. Cela aurait-il pu être Néfertiti, couronnée pharaon de plein droit? Si c'est le cas, elle aurait rejoint les rangs les plus rares de l'histoire égyptienne. Un roi féminin comme Hatshepsut avant elle. Mais même cette théorie se dissout dans le sable. Le règne de Néfer-Néfer-Ouaton se termine brusquement. Et puis vient un nom plus familier, Toutankhaton. Plus tard, Toutankhamon, un roi enfant qui inverserait les réformes de ses parents et restaurerait les anciens dieux. Si Néfertiti a régné seule, ce fut court. Et si elle était Smenkhkare ou Néfer-Néfer-Ouaton, elle a régné comme une reine fantôme, visible seulement dans des indices, des cartouches à moitié sculptées et des reliques brisées. Un puzzle auquel il manque sa pièce centrale. Et ainsi, aussi soudainement qu'elle est arrivée, la femme la plus puissante d'Égypte disparaît. Mais sa légende, elle ne faisait que commencer à prendre forme. Alors que la poussière d'Amarna commençait à se déposer, une nouvelle figure émergea, un roi garçon à peine assez vieux pour tenir un sceptre. Son nom était Toutankhaton, plus tard changé en Toutankhamon, et il deviendrait le pharaon le plus célèbre du monde, non pas pour ce qu'il a fait dans la vie, mais pour les trésors trouvés dans sa tombe intacte. Mais ce qui importe ici, c'est ceci. Qui était sa mère? Les archives historiques sont frustramment silencieuses. Son père était presque certainement Akhénaton, mais l'identité de sa mère reste enveloppée de confusion. Certains érudits soutiennent que Néfertiti était sa belle-mère. D'autres spéculent qu'elle aurait pu être sa mère biologique, pointant vers l'art et le timing qui semblent le placer comme un jeune enfant pendant ses dernières apparitions publiques. Si Néfertiti a vraiment porté Toutankhamon, cela aurait du sens. Son règne précoce était clairement guidé par quelqu'un avec une main ferme, et ses décisions d'inverser la révolution religieuse de son père n'étaient peut-être pas entièrement les siennes. Et c'est là que l'intrigue s'approfondit. Qui tenait la barre pendant le règne fragile de Toutankhamon?
Le roi garçon avait environ 9 ans quand il prit le trône. Un enfant ne peut pas restaurer un empire religieux seul. Quelqu'un était dans les coulisses, quelqu'un d'expérimenté en politique de cour, en religion et en symbolisme public. Aurait-ce pu être Néfertiti régnant depuis les ombres? Ou était-ce le grand prêtre Haï, son père possible? Ou peut-être les deux, travaillant ensemble pour effacer le chaos d'Amarna et ramener l'Égypte à ses anciens dieux? L'une des preuves les plus convaincantes vient d'un sanctuaire doré trouvé dans la tombe de Toutankhamon. Il montre une femme oignant le jeune roi. Une femme avec des traits étrangement similaires à Néfertiti. Si c'était elle, cela signifie qu'elle n'a peut-être pas disparu du tout, mais est restée au cœur du pouvoir sous une forme plus discrète. Pourtant, sans une tombe nommée, sans une momie confirmée, nous ne restons qu'avec des fragments. Si elle a guidé Toutankhamon, ses empreintes digitales sont partout, mais son nom est parti, effacé des temples, laissé hors des listes de rois, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer la mémoire d'une femme qui régnait autrefois comme un dieu. Et pourtant, l'ironie est riche. La renommée de Toutankhamon ressusciterait son image, parce qu'en cherchant son histoire, le monde est tombé sur la sienne. En Chine, où les nuages pendent bas et où le vent fredonne à travers les bosquets de bambou, un dragon repose lové. Mais ce n'est pas un mythe, pas une bête crachant du feu de légende. Ce dragon est fait de terre et de pierre, sculpté par des siècles de mains calleuses et de visions patientes. Ce sont les terrasses de riz de Longji, connues des locaux comme l'épine dorsale du dragon, et ces courbes ondulent à travers le flanc de la montagne comme des écailles scintillant d'eau, de riz et de fierté ancestrale. De loin, les terrasses ressemblent à une créature endormie. Les collines ondulent avec une précision rythmique, chaque niveau montant et descendant comme les sinuosités d'une forme vivante. Mais approchez-vous et vous trouverez quelque chose d'encore plus vivant. L'eau coule en doux murmures le long de canaux soigneusement creusés. Les semis flottent dans la brise, et à l'aube, la brume du matin drape le paysage comme un souffle s'élevant des narines du dragon. Ces terrasses n'ont pas été construites à la hâte. Leur histoire a commencé il y a plus de 700 ans, lorsque les peuples Zhuang et Yao, minorités ethniques profondément liées aux montagnes, choisirent de dompter les pentes plutôt que de les abandonner. La terre plate était rare, les machines n'existaient pas, et donc ils regardèrent d'astreinte la montagne et posèrent une question simple. Comment pouvons-nous nous nourrir ici? La réponse prit des générations. Armés de peu plus que d'outils en pierre et de paniers en bambou, ils sculptèrent les collines pouce par pouce, année après année. Avec chaque niveau construit, ils ne façonnaient pas seulement la terre, ils lui enseignaient à respirer avec eux. Les précipitations devinrent rendre source, la pente devint subsistance. Le riz, l'aliment de base de la vie, commença à pousser là où la gravité régnait autrefois. Et avec le temps, les terrasses commencèrent à ressembler à un dragon au repos. Fort, éternel, sacré. C'était plus que de l'agriculture, c'était l'harmonie, un pacte silencieux entre humains et nature. Aucune partie de la montagne ne fut gaspillée et aucune partie ne fut forcée de se plier violemment. Au lieu de cela, les gens travaillèrent avec la terre, la façonnant en courbes et ondulations, écoutant le vent, suivant l'eau. Aujourd'hui, l'épine dorsale du dragon nourrit encore des villages entiers, mais plus que cela, elle rappelle ce que la patience peut construire. Dans un monde qui se précipite vers l'avant, voici un dragon qui n'a jamais été chassé, seulement sculpté. Niveau par niveau, rêve par rêve. Marcher parmi les terrasses de riz de Longji, c'est entrer dans un monde sculpté par la persistance. Il n'y a pas d'illusion ici, pas de traces de machines, pas de marqueurs d'arpentage corporatif. Ce qui s'étend à travers ces montagnes, ce sont les empreintes digitales de l'endurance humaine. Chaque courbe, chaque pente, chaque goutte d'eau a été arrangée, pierre par pierre, avec des mains qui connaissaient le pouls de la terre. Il y a des siècles, lorsque les peuples Zhuang et Yao regardèrent pour la première fois ces flancs de collines raides et impitoyables, ils ne virent pas d'obstacle. Ils virent une opportunité. Les terres plates étaient déjà prises, les vallées fertiles déjà ensemencées. Mais ici, au milieu des pics escarpés, il y avait une possibilité.
Si seulement ils pouvaient faire écouter la terre. Sans outils lourds, ils commencèrent, pelles en bois, houes en pierre, paniers de boue et de gravats portés sur des dos usés par le temps. Lentement, les terrasses commencèrent à se former, veines horizontales à travers la montagne, maintenues en place par des murs de pierre empilés à la main. Ce n'étaient pas des coupes accidentelles dans la pente, elles étaient calculées. Chaque niveau devait être parfaitement équilibré, non seulement pour retenir l'eau, mais pour la transporter d'un niveau au suivant sans gaspillage. Un mauvais calcul pouvait faire s'effondrer une section entière. Trop raide et l'eau se précipiterait. Trop plat et elle stagnerait. Alors ils mesurèrent, non pas avec des règles, mais avec des générations d'intuition. Les enfants apprirent de leurs aînés, les aînés observèrent les saisons, et la montagne, avec le temps, se livra, non pas avec reddition, mais avec confiance. Et le résultat, un paysage qui défie la nature en s'écoulant avec elle. De la base de la vallée au sommet embrassé par les nuages, ces terrasses montent comme un escalier en spirale vers le ciel. Elles reflètent la topographie avec élégance, presque comme si la montagne les avait fait pousser elle-même. Mais non, la montagne n'a pas façonné ces courbes. Les humains l'ont fait, sans moteur, sans béton, sans diplôme d'architecture, juste du temps, juste des essais et des erreurs, juste la croyance que la terre, peu importe sa pente, peut être amenée à servir la vie. Aujourd'hui, les terrasses restent fonctionnelles, toujours cultivées, toujours réparées, toujours respectées. Pas de bulldozer, pas de raccourcis. Les anciennes voies survivent non pas parce qu'elles résistent au futur, mais parce qu'elles ont prouvé quelque chose de rare, que la tradition, lorsqu'elle est enracinée assez profondément, peut survivre à toutes les tempêtes. Si l'épine dorsale du dragon est muscle et os, alors l'eau est son sang. Elle coule silencieusement sans pompe ni moteur, traçant d'anciens canaux qui glissent depuis les sources de montagne dans chaque terrasse en contrebas. Cette chorégraphie hydraulique n'est pas un accident. C'est la vie secrète des terrasses, la raison pour laquelle elles ont perduré pendant des siècles. Au sommet de la montagne, les eaux de pluie et les sources naturelles sont captées dans d'étroits fossés et canaux de terre. De là, la gravité devient l'allié silencieux du fermier. L'eau descend à travers terrasse après terrasse, se regroupant doucement dans chaque champ avant de se déverser dans le suivant. Cette conception, fluide, sans couture, garantit que chaque parcelle de riz reçoit ce dont elle a besoin. Pas plus, pas moins. Il n'y a pas de valve, pas d'interrupteur. Le contrôle réside dans des portes subtiles faites de pierre ou de bois, ajustées à la main et par habitude. Si une terrasse déborde, elle pourrait inonder la suivante. Si une fuit, une sécheresse pourrait suivre. Et ainsi les villageois, gardiens de ce système délicat, marchent quotidiennement sur les crêtes, vérifiant, ajustant, écoutant le son de l'écoulement. C'est moins de l'agriculture, plus comme jouer d'un instrument. Une fausse note et toute la chanson est décalée. Mais l'eau fait plus que nourrir le riz, elle reflète le ciel. Au printemps, lorsque les terrasses sont d'abord inondées, les rizières se transforment en verre. Elles reflètent les nuages, le soleil, même les étoiles, par une nuit claire. Les visiteurs décrivent souvent le site comme surréel, comme si la montagne était devenue un miroir vivant, reflétant à la fois le ciel et la terre. Puis vient l'été. L'eau s'épaissit de tiges vertes. Le reflet s'estompe, remplacé par le mouvement. Des plants de riz ondulant dans le vent comme une mer d'émeraude. En automne, l'eau scintille à travers l'or du grain mûri. Et en hiver, lorsque l'agriculture cesse, la neige et le gel remplacent le courant fluide. Le dragon dort, mais les canaux restent, veines tranquilles, attendant le printemps. Le temps se déplace différemment ici. Pas par heure, mais par humidité. Par le premier ruissellement de la fonte des neiges de montagne, par le son des grenouilles qui reviennent, par l'odeur du sol mouillé. Dans un monde qui mesure le temps en secondes, les gens de Longji le mesurent encore en saisons et en gouttes. Et ainsi le dragon vit non pas dans le feu et le vol, mais dans les ondulations de l'eau, pulsant doucement à travers un chef-d'œuvre vivant de pierre et de sol. Le printemps dans les montagnes de Longji ne commence pas avec des fleurs, mais avec de l'eau. Alors que la neige fond dans les sommets plus élevés,
Les ruisseaux coulent vers le bas, insufflant la vie dans les terrasses en attente. Les rizières en miroir sont prêtes, le dragon s'agite et les gens se préparent pour le rituel qui les lie à chaque génération avant eux. Planter la première graine. Il n'y a pas de grande annonce, seulement un mouvement silencieux. Les fermiers, jeunes et vieux, se lèvent avec la brume. Ils marchent pieds nus le long des crêtes étroites, chapeaux de paille bas sur leurs yeux, paniers équilibrés sur leur dos. L'air est épais du parfum de sol trempé et de vent de montagne. Les rizières, inondées quelques jours plus tôt, scintillent maintenant comme du jade poli. Ce n'est pas une tâche pour les machines, ça ne l'a jamais été. Chaque plant de riz, cultivé dans des lits de pépinière, est transplanté à la main, un par un, ligne par ligne. Les travailleurs entrent dans l'eau froide et pressent les tiges tendres dans la boue, avec des doigts doux. C'est un rythme qui semble presque sacré. Dos courbé, bras tendus, mains pressant, répétés. Toute la journée, parfois pendant des semaines. Les enfants suivent, éclaboussant dans les bas-fonds, imitant leurs aînés. Ils n'apprennent pas des manuels mais en se tenant dans l'eau, en sentant la résistance de la boue, en apprenant l'espacement à l'œil. C'est ainsi que la connaissance survit ici, vécue, non parlée. Planter est plus que du travail. C'est une cérémonie. Des offrandes sont faites aux esprits de la montagne. Des chansons sont chantées. Dans certains villages, les aînés dispersent la première poignée de plants comme une bénédiction. Chaque champ planté est une promesse à la terre, aux ancêtres, aux enfants encore à venir. Le rythme est sans hâte. Personne ne presse le dragon. Personne ne fait la course avec la montagne. Au lieu de cela, le rythme de la plantation devient une méditation, une danse lente de l'humain et de la nature, de la patience et du but. Et alors que les jours passent, des pousses vertes commencent à s'élever des champs aquatiques comme des murmures. À partir de ce moment, les terrasses vont grandir. Pas seulement du riz, mais de l'espoir. Chaque graine est une prière. Chaque rangée une défiance silencieuse contre la faim et la hâte. Et ainsi commence le cycle une fois de plus. Non pas avec du bruit ou du feu, mais avec des mains dans la boue et des cœurs dans le ciel. Le dragon est réveillé. La montagne respire et le futur est planté, une graine à la fois. Dispersée le long des lignes de crête et nichée dans les replis des terrasses, se trouvent les battements de cœur de l'épine dorsale du dragon. Des villages comme Pinggan, Dazai et Jinkeng, ce ne sont pas de simples établissements. Ce sont des musées vivants de patrimoine où chaque maison, chemin et balcon s'accroche à la montagne comme un souvenir qui refuse de s'estomper. Les maisons sont construites en bois reposant sur pilotis pour les protéger des pluies et de la raideur de la pente. Leurs toits, sombres et inclinés, reflètent les lignes des terrasses qu'ils surplombent. D'en haut, ils semblent comme des lanternes en bois flottant sur des vagues de verre. À l'intérieur, la vie est simple, chaleureuse et profondément communautaire. Des générations partagent une maison, les repas sont cuits sur des feux de bois. L'odeur de vin de riz et de fumée de bambou dérive dans l'air de montagne. Les gens ici appartiennent à des minorités ethniques, les Zhuang et les Yao rouges, chacun avec sa propre langue, ses coutumes et ses histoires. Vous reconnaîtrez instantanément les femmes Yao. Leurs longs cheveux noirs, non coupés depuis l'enfance, sont enroulés en formes élégantes au sommet de leur tête. Certaines les laissent tomber comme des cascades de soie lorsqu'elles se baignent dans la rivière. Une scène si gracieuse qu'elle frôle le mythe. Malgré la modernisation qui grimpe les sentiers de montagne, les traditions restent fortes. Vêtements tissés à la main teints en indigo, métiers à tisser en bois, grinçant dans des pièces tranquilles. Musique jouée sur des flûtes de roseau et des tambours de bronze lors des festivals du village. Les mariages impliquent encore des danses rituelles. La récolte est encore accueillie par des chansons. L'hospitalité n'est pas une transaction ici, c'est un réflexe. Les invités se voient offrir du thé brassé à partir de feuilles locales, du vin de riz dans des gourdes sculptées et des histoires transmises par des aînés qui se souviennent de la montagne avant l'arrivée de l'électricité. Ils parlent de dragons dans la brume, d'ancêtres qui ont d'abord sculpté les collines, d'esprits qui gardent encore les champs.
Et bien que le tourisme amène maintenant des visiteurs de tous les coins du monde, le rythme de la vie du village continue, largement non perturbé. Le riz pousse toujours. Les rituels marquent toujours les saisons. Les terrasses, comme les gens, perdurent, non pas en résistant au changement, mais en l'absorbant lentement, soigneusement, comme l'eau descendant un niveau à la fois. Ici, dans les boucles du dragon, la vie ne se précipite pas. Elle s'écoule, elle fait écho, elle se souvient. Marcher les terrasses de Longji, c'est marcher à travers des couches de mythes. Les collines sommettes ne sont pas juste du sol et de la pierre, elles sont vivantes avec des histoires murmurées là à travers les bosquets de bambou et portées par le vent. Pour les villageois, ces montagnes ne sont pas simplement de la terre, ce sont des êtres sacrés, façonnés par des dieux, gardés par des esprits et habités par des contes transmis d'une génération à l'autre. La légende la plus durable parle d'un dragon endormi dont le corps s'étend à travers les crêtes. Sa colonne vertébrale s'élève en boucle, les terrasses elles-mêmes. Les locaux croient que les courbes de la montagne ne sont pas faites par l'homme, mais plutôt les écailles du dragon montant et descendant avec le souffle. Quand la brume roule depuis la vallée et couvre les rizières de blanc, on dit que le dragon s'agite, respirant doucement dans son sommeil. Un autre conte raconte comment les terrasses sont nées de la générosité divine. En période de famine, les ancêtres grimpèrent les montagnes et prièrent dans les cieux. Touchés par leur dévotion, les dieux envoyèrent par la pluie et leur instruisirent de sculpter les collines en marche pour que le riz puisse pousser. Les gens obéirent et le dragon apparut pour guider leurs mains. Depuis lors, ils ont honoré la montagne avec respect, ne criant jamais dans les champs, ne coupant jamais d'arbres sans prière. Ces croyances ne sont pas écrites dans des livres. Elles vivent dans les chansons chantées pendant la plantation, dans l'encens brûlé avant une nouvelle saison de culture, dans le silence gardé pendant les matins brumeux. Les enfants grandissent en entendant ces contes, non pas comme de la fantaisie, mais comme une vérité ancrée dans la terre. Se moquer du dragon, c'est risquer une mauvaise récolte. Manquer de respect aux esprits, c'est inviter l'inondation ou la sécheresse. Il y a aussi des esprits dans l'eau. Certains fermiers font encore des offrandes avant de libérer l'eau de printemps dans les terrasses pour la première fois chaque année. Quelques gouttes de vin de riz, une prière murmurée sous le souffle. Pas pour le spectacle, juste la tradition aussi naturelle que d'attacher une chaussure. Et que vous croyiez au dragon ou non, quelque chose de sacré pend dans l'air. Peut-être que c'est le silence, peut-être que ce sont les nuages, ou peut-être que c'est la certitude tranquille que cet endroit est plus que le travail humain. C'est une histoire encore racontée, écrite non pas à l'encre, mais en pierre, eau et riz. La plupart des visiteurs de Gizeh lèvent les yeux vers le ciel, attirés par les silhouettes imposantes des pyramides et le regard du grand sphinx. Mais peu demandent ce qui se trouve en dessous, sous le sable, sous le Nil, sous des siècles de courants oubliés. Car dans les bas-fonds tranquilles près de l'ancien village d'Abu Rawash, à courte distance du plateau de Gizeh, une étrange histoire remue. Elle parle de quelque chose d'énorme, érodé et ignoré, un sphinx sous-marin. Les pêcheurs locaux en ont murmuré pendant des générations. Une forme à dos lisse qui semble trop symétrique pour être naturelle. Une forme féline, à moitié enterrée dans la boue et les sédiments gorgés d'eau. Lorsque les eaux du Nil reculent pendant les sécheresses, des parties émergent. Des courbes de pierre, des rainures, et ce que certains disent être une pâte sculptée, impossiblement usée, mais indéniablement façonnée par des mains. Elle ne se trouve pas parmi les routes touristiques. Il n'y a pas de panneaux indicateurs, pas de cordons de velours, pas de bus touristiques qui stationnent à proximité. Juste une zone épaisse de roseaux, d'eau saumâtre et de silence. Les explorateurs qui s'y sont aventurés affirment que la terre elle-même semble différente, chargée, comme si la mémoire s'y accrochait. Sous la vase, les scans sonars ont détecté des motifs géométriques et ce qui semble être des blocs placés intentionnellement. Mais ce qui étonne vraiment, ce sont les affirmations selon lesquelles cette figure, une formation ressemblant à un sphinx submergé près de Gizeh, pourrait précéder les pyramides entièrement. Pas de quelques décennies, mais de millénaires. Si c'est vrai, cela briserait la chronologie établie de la civilisation égyptienne. La chronologie dominante ancre le grand sphinx autour de 2500 avant notre ère. Mais cette forme sous-marine, si elle est véritablement sculptée,
pourrait appartenir à une époque où le Sahara était encore vert et le Nil coulait sauvage à travers une terre plus luxuriante et plus humide. Les sceptiques, bien sûr, le rejettent comme une formation rocheuse mal identifiée. Du calcaire façonné par l'eau et la pensée souhaitante. Mais les rainures, les courbes, l'alignement avec des marqueurs célestes, tout cela invite plus de questions que de réponses. Le site reste non excavé. Les archéologues officiels l'ont largement ignoré. Peut-être que ce n'est rien, peut-être que c'est tout. Une relique non seulement du passé de l'Égypte, mais d'un monde perdu par l'inondation et le temps. Pour l'instant, le soi-disant sphinx sous-marin repose silencieux, pas endormi, attendant, et s'il pouvait parler, on se demande quel secret il raconterait, et pourquoi tant semble déterminé à ne pas écouter. La légende du sphinx sous-marin est passée du folklore murmuré à la curiosité mondiale dans les années 1980. C'est à ce moment-là que quelques chercheurs indépendants et plongeurs ont commencé à publier d'étranges rapports, des récits d'une figure massive au corps de lion, partiellement submergée près du plateau de Gizeh. Les premières photographies étaient floues, peu concluantes et souvent rejetées. Mais elles ont allumé quelque chose qui ne pouvait pas être remis dans la bouteille, la curiosité. Et plus dangereusement, le doute. L'un des partisans précoces les plus vocaux était un égyptologue amateur qui prétendait avoir vu un monument altéré profondément sous la vase et les couches d'inondation pendant une brève fenêtre de sécheresse. Selon lui, la figure n'était pas un rocher isolé ou une astuce d'érosion. Elle avait de la géométrie, des jambes, de la symétrie, même la suggestion vague d'un visage sculpté. Naturellement, cela a défié le récit traditionnel. L'égyptologie en tant que discipline repose sur la structure et les chronologies établies. La plupart des érudits placent la construction des pyramides de Gizeh et du Grand Sphinx autour de 2500 avant notre ère pendant le règne du pharaon Khéphren. La suggestion d'un autre sphinx plus ancien et partiellement submergé nécessiterait de repenser non seulement l'histoire égyptienne, mais la chronologie de la civilisation humaine elle-même. Les universitaires traditionnels ont répondu avec prudence, voire dédain. Sans excavation évaluée par des pairs, datation au carbone ou études stratigraphiques, l'affirmation ne pouvait pas être prise au sérieux. Beaucoup ont soutenu que le soi-disant sphinx sous-marin était probablement une formation naturelle, du calcaire altéré par des milliers d'années d'inondation du Nil et d'érosion sédimentaire. En Égypte, ont-ils souligné, la nature imite souvent l'intentionnel. Le vent, l'eau et le temps sont des sculpteurs capables. Mais les photos ont continué à circuler. Les lectures de sonar ont continué à montrer des motifs étranges, trop réguliers, trop lisses, trop suggestifs, et puis sont venus les théoriciens. Auteurs, cinéastes et historiens marginaux ont commencé à construire des histoires autour du mystère. Que le sphinx était une relique d'une civilisation oubliée, peut-être atlante, peut-être pré-dynastique égyptienne, perdue dans une inondation qui a balayé le Sahara. Ils ont pointé vers les motifs d'érosion par l'eau sur le grand sphinx original, ont argumenté pour des technologies perdues et ont laissé entendre que ce qui se trouve sous le Nil pourrait être bien plus vieux que la mémoire acceptée ne le permet. Le débat est devenu plus fort, mais le sol est resté immobile. Aucune fouille officielle n'a été lancée. Aucun musée ne l'a revendiqué. Et le sphinx, si c'est ce que c'est, est resté exactement où il a toujours été, enterré dans la vase, pris entre le mythe et la boue. L'idée que quelque chose près de Gizeh pourrait précéder les pyramides n'est pas juste provocante, c'est révolutionnaire. Si le sphinx sous-marin est plus qu'érosion ou coïncidence, alors l'histoire de l'Égypte n'a pas commencé dans la 4e dynastie. Elle a commencé avant, profondément dans la préhistoire, quand le Sahara était une savane verte, et le Nil errait plus large, plus sauvage et moins prévisible. Cette possibilité a gagné du terrain dans les années 1990, lorsque le géologue Dr Robert Schoch a étudié le Grand Sphinx lui-même. Il a soutenu que l'altération verticale profonde sur l'enceinte du Sphinx n'était pas causée par le vent et le sable, mais par les précipitations. Des pluies lourdes, soutenues, anciennes, qui n'avaient pas touché le plateau de Gizeh depuis au moins 7000 avant notre ère. Cela a repoussé la date possible du Sphinx de milliers d'années
bien avant que les premiers pharaons ne gravent leur nom dans la pierre. Si l'eau a façonné le sphinx original, l'eau aurait-elle pu aussi cacher un frère encore plus ancien? Le soi-disant sphinx sous-marin se trouve dans une région inférieure près des plaines d'inondations antiques. Certaines imageries satellites et radars à pénétration de sol suggèrent des fondations possibles, des contours rectangulaires et un façonnage délibéré, tous enterrés sous la vase et l'eau saisonnière. Ces signes suggèrent que le site pourrait non seulement être plus vieux que le sphinx, il pourrait provenir d'une époque où rien en Égypte n'était encore en hiéroglyphes. Les partisans de la théorie pointent vers les chapitres manquants de l'Égypte, l'écart entre la fin de l'ère glaciaire et la montée des premières dynasties. Pendant cette période, le Nil a changé de cours. Le Sahara est passé de prairies humides à déserts secs, et des civilisations ont pu s'élever et tomber, non documentées et effacées. L'idée qu'un peuple ancien, prélettré, pré-pharaonique, ait pu façonner un monument de cette ampleur semble improbable aux historiens traditionnels. Mais l'est-elle vraiment? Göbekli Tepe en Turquie a été construit autour de 9600 avant notre ère par des chasseurs-cueilleurs. Il présente des piliers mégalithiques avec des animaux sculptés précédant Stonehenge de milliers d'années. L'Égypte pourrait-elle détenir un secret similaire? Une culture ancienne qui a marqué la terre avec de la pierre bien avant que le papyrus ne porte leurs histoires? Si le sphinx sous-marin a été construit à une telle époque, cela changerait tout ce que nous savons sur l'histoire humaine. Cela suggérerait non seulement des ruines oubliées, mais un âge oublié. Un qui a peut-être murmuré aux constructeurs de Gizeh, laissant derrière plus qu'un mythe. Peut-être un monument noyé, puis oublié. La pierre ne ment pas, elle se souvient, et autour du site du soi-disant sphinx sous-marin, elle raconte une histoire silencieuse mais persistante. Non seulement de temps, mais d'eau, les couches de sédiments, les marques d'érosion et les motifs d'inondation suggèrent une histoire bien avant que le désert ne devienne sec, bien avant que le Nil ne se soit installé dans son cours familier, bien avant que les pharaons ne gravent leur nom dans l'histoire. Les géologues, qui ont examiné des photographies et des données du site près d'Abu Rawash, notent des marques d'érosion particulières, des rainures lisses et arrondies qui suggèrent une exposition prolongée à l'eau courante. Pas le vent, pas le sable, mais les précipitations et les forces de mouvement absentes de cette région depuis des milliers d'années. Des arguments similaires ont été avancés sur le grand sphinx lui-même, en particulier son mur d'enceinte. Les critiques de la chronologie standard soulignent que les fissures verticales profondes observées sur la tranchée entourant le sphinx ne ressemblent pas du tout à l'érosion éolienne. Elles imitent les précipitations, des pluies lourdes, soutenues, préhistoriques. Maintenant, au site possible du sphinx sous-marin, nous voyons la même signature, seulement cette fois cachée sous un bassin d'inondation peu profond. Pendant les périodes de faible débit du Nil ou d'excavation, des parties de la structure sont censées s'élever en vue, des épaules semblables à un lion, des épaules, et une fondation qui semble trop nivelée pour être naturelle. Les chercheurs qui ont étudié la zone notent que le bassin est géologiquement actif, avec une teneur élevée en argile et des preuves de tables d'eau antiques fluctuant violemment. La pierre là-bas est fortement usée, mais pas aléatoirement. L'usure suit la forme de la structure elle-même, s'écoulant en lignes qui suggèrent une sculpture délibérée, puis une noyade. Certaines couches de sédiments autour du site remontent au début de l'Holocène, lorsque l'Égypte était plus humide, plus verte et sujette à des inondations massives. Si un monument avait été sculpté alors, il aurait pu tenir pendant des siècles avant d'être englouti par la boue, oublié par les populations changeantes et enterré sous la vase errante du Nil. Les sceptiques soutiennent que tout ceci est une coïncidence, des formations naturelles taquinées en mythe par des yeux pleins d'espoir. Mais l'eau ne forme pas la symétrie, elle ne sculpte pas de pattes. Elle ne crée pas de fondations alignées ou n'écho pas la géométrie d'un sphinx connu à quelques kilomètres de là. Alors la question s'approfondit. Si l'eau a effacé ce monument de la vue, qu'est-ce qu'elle a pris d'autre avec elle? Et plus urgemment, combien d'histoires restent encore cachées sous la surface? Si le sphinx sous-marin est vraiment là, silencieux, sculpté et ancien, pourquoi n'a-t-il pas été excavé? Pourquoi reste-t-il sous des couches de boue et de silence, délaissé par les archéologues, ignoré par les gouvernements et laissé au courant?
La réponse, comme l'artefact lui-même, se trouve sous la surface. Les institutions archéologiques de l'Égypte sont protectrices, à juste titre. La nation garde son patrimoine antique avec des protocoles rigides, des règles d'excavation strictes et une insistance sur le consensus académique. Creuser n'importe quel site, en particulier un qui défie la chronologie traditionnelle, nécessite des permis, du financement, une supervision internationale et, plus important encore, l'approbation institutionnelle. Et cette approbation repose souvent sur une règle tacite. Ne réécrivez pas l'histoire de l'Égypte sans une montagne de preuves indéniables. Et c'est le problème. Le soi-disant sphinx sous-marin n'a jamais reçu d'excavation officielle parrainée par l'État. Des chercheurs indépendants, des universitaires étrangers et des théoriciens marginaux ont étudié la zone, mais sans soutien formel, leurs découvertes restent anecdotiques, suggestives, mais non concluantes. Il y a aussi la question du Nil lui-même. Le fleuve n'est pas une caractéristique statique. Il inonde, recule et se déplace au fil des décennies. Le site où le monument est censé reposer est sujet aux inondations, souvent submergé pendant une grande partie de l'année. L'excavation nécessiterait de drainer la zone, de détourner l'eau, de protéger les écosystèmes voisins et de gérer les dommages structurels causés par des siècles de pression sédimentaire. Cela seul prendrait des années, voire des décennies. Ensuite, il y a des facteurs politiques. Une découverte de cette magnitude, si elle était validée, perturberait plus que les chronologies académiques. Elle pourrait défier les récits établis, perturber la fierté nationale et attirer une frénésie médiatique que l'Égypte pourrait ne pas être impatiente d'accueillir. Le ministère des Antiquités préfère promouvoir des découvertes qui renforcent la grandeur de l'Égypte, pas remettre en question son histoire fondationnelle. Certains murmurent que certaines institutions en savent peut-être déjà plus qu'elles ne révèlent, que des études préliminaires ont été faites tranquillement derrière des portes closes. Mais sans dossier public, résultats évalués par des pairs ou annonces gouvernementales, ces affirmations dérivent dans la conspiration. Et ainsi, le monument reste enterré. Que ce soit par accident ou par dessein, il dort sous la boue et le scepticisme. C'est une étrange ironie que dans une terre obsédée par la préservation de son passé antique, l'un de ses plus grands mystères pourrait être caché à la vue de tous, non réclamé, non étudié et intact par les archives officielles du temps. Mais rien ne reste enterré pour toujours. Pour les anciens Égyptiens, le sphinx était plus qu'une sculpture. C'était un symbole, partie gardien, partie dieu, partie mystère. Avec le corps d'un lion et la tête d'un homme, le sphinx représentait la force fusionnée avec la sagesse, le pouvoir physique apprivoisé par l'esprit royal. C'était une sentinelle cosmique, placée au seuil où le divin rencontrait le mortel. Le plus célèbre, bien sûr, est le grand sphinx de Gizeh. S'élevant à 66 pieds de haut, il a gardé le plateau pendant plus de 4000 ans, faisant face au soleil levant, veillant sur les tombes des pharaons. Son origine exacte est toujours débattue. Certains disent qu'il a été construit par Khéphren. D'autres soutiennent qu'il pourrait être beaucoup plus ancien, son visage resculpté au fil du temps. Alors, que signifierait-il si un deuxième sphinx, caché, usé par l'eau et possiblement plus ancien, existe à quelques kilomètres de là? Cela changerait tout. Aucun dossier connu ne parle de sphinx jumeaux à Gizeh. Les textes anciens sont silencieux. Mais dans la tradition gréco-romaine ultérieure, il y a des mentions de gardiens positionnés en équilibre, flanquant des espaces sacrés. Dans l'architecture égyptienne, la symétrie est sacrée. Les temples ont souvent des statues jumelles, des obélisques jumeaux, des avenues jumelles de lions, pourquoi pas des sphinx jumeaux. Certains chercheurs soutiennent que le soi-disant sphinx sous-marin pourrait ne pas être une copie, mais l'original, un prototype, une version prédynastique plus tard, répliquée à plus grande échelle. Si c'est vrai, cela suggère que l'idée du sphinx ne venait pas des constructeurs dynastiques, mais d'une culture oubliée dont les mythes ont été portés en avant, adoptés et raffinés. Et si le monument précède l'écriture, il pourrait ne pas être lié du tout à l'idéologie du pharaon. Son but pourrait avoir été astronomique, rituel, ou même commémoratif, marquant un événement, une inondation ou un dieu oublié. La forme de lion elle-même n'est pas un accident. Dans l'Égypte antique, les lions représentaient l'horizon, la porte de l'aube et du crépuscule. Un sphinx face à l'est
regarde éternellement la renaissance du soleil. Sculpter un, c'était figer cet acte sacré dans la pierre. Maintenant, imaginez-en un sculpté avant les pyramides, aligné, gardant, attendant. Il ne réécrirait pas seulement l'histoire. Il redéfinirait le mythos de l'Égypte elle-même, non pas comme le début de la civilisation, mais comme le dernier écho de quelque chose d'encore plus ancien. Et le fait que ce symbole pourrait dormir sous l'eau, d'autant plus approprié pour un gardien de monde perdu, alors que les murmures du sphinx sous-marin résonnent plus loin à travers le monde, une division silencieuse s'est ouverte, une qui court plus profondément que le sédiment ou la pierre. D'un côté se tient l'égyptologie traditionnelle, prudente, structurée et enracinée dans le consensus académique. De l'autre, une communauté croissante de chercheurs indépendants, d'historiens alternatifs et d'esprits curieux qui croient que quelque chose d'extraordinaire est négligé. Les érudits traditionnels insistent sur les preuves, études évaluées par des pairs, stratigraphie, inscription et date au radiocarbone. Leur préoccupation n'est pas injustifiée. L'Égypte est remplie de formations rocheuses naturelles qui ressemblent à des formes humaines ou animales, et les identifier mal peut mener à la désinformation. L'archéologie, après tout, doit être prudente. Le passé est fragile. Il ne peut pas être reconstruit une fois brisé par des mains imprudentes ou le battage médiatique. Mais pour d'autres, la prudence est devenue complaisance. Les enquêteurs indépendants, dont beaucoup sont des scientifiques formés ou des ingénieurs hors du domaine, soutiennent que le sphinx sous-marin et des anomalies similaires méritent une étude plus approfondie. Ils pointent vers des images satellites haute résolution qui montrent une symétrie non naturelle vers des scans LIDAR, qui détectent des fondations rectangulaires sous des couches de boue, vers des motifs d'érosion qui semblent façonnés non par le chaos, mais par la conception. Ils questionnent également les motivations politiques derrière le silence. Les dollars du tourisme coulent à travers les monuments bien fréquentés. Un nouveau sphinx, en particulier un qui menace la chronologie acceptée, pourrait perturber le récit et l'autorité de l'Égypte. La peur, suggère-t-il, n'est pas la fraude, mais de tout réécrire. Livres, documentaires, podcasts et conférences présentent maintenant régulièrement le sphinx sous-marin. Il est devenu un symbole d'histoire cachée, utilisé à la fois comme cri de ralliement et conte d'avertissement. Les partisans appellent à une excavation ouverte. Les détracteurs mettent en garde contre la pseudoscience. La vérité, comme toujours, est perdue au milieu, enterrée sous des voies aussi épaisses que la vase du Nil. La division n'est pas seulement académique, elle est émotionnelle. Elle parle de la façon dont nous abordons le passé. Faisons-nous confiance seulement à ce qui a été confirmé ? Ou suivons-nous les indices laissés juste hors de portée ? Le sphinx sous-marin force cette question à l'air libre. Ce n'est pas juste un rocher ou une relique. C'est un test décisif pour savoir à quel point nous sommes autorisés à être curieux. Et tant qu'il reste non excavé, les deux côtés continueront à argumenter au-dessus d'un monument qui ne dit rien, mais pourrait tout changer. Il y a quelque chose de hanté dans un mystère enterré à la vue de tous, surtout quand il porte le visage d'un lion et regarde depuis la boue avec un silence antique. Le soi-disant sphinx sous-marin près de Gizeh est peut-être réel ou non, mais son attraction est indéniable. Il remue quelque chose en nous, un désir non seulement de découvrir, mais de se souvenir, parce qu'au fond, l'histoire d'un monument oublié touche quelque chose de plus ancien que l'archéologie, le sens humain de la perte. Nous avons toujours vécu à côté de ruines. Les villes tombent, les langues meurent, les civilisations disparaissent sous les vagues, le sable et les cendres. Nous regardons le passé non seulement pour des réponses, mais pour l'identité. Qui étions-nous ? Jusqu'où nos histoires s'étendent-elles ? Et qu'avons-nous oublié dans notre précipitation vers le progrès ? Si le sphinx sous-marin est réel, s'il a été sculpté par des mains avant l'histoire enregistrée, il devient plus qu'une relique. Il devient une voix d'un chapitre que nous ne savions pas exister. Un marqueur d'une époque où les gens comprenaient peut-être les étoiles différemment, honoraient la terre plus intimement, ou portaient une mythologie que nous ne pouvons que deviner. Certains croient qu'il appartient à une culture préhistorique avancée, perdue dans une catastrophe mondiale, une théorie souvent rejetée comme marginale. Mais que ce soit vrai ou non, la gravité émotionnelle demeure.
Imaginer un monument sculpté bien avant les pyramides, submergé par la montée des eaux puis effacé, c'est confronter à quel point la civilisation est vraiment fragile. Et peut-être que c'est pourquoi l'histoire persiste. Elle nous rappelle que le temps n'est pas linéaire, que les empires sont temporaires, que même la pierre peut disparaître si le fleuve coule assez longtemps. Mais plus important encore, elle nous rappelle que la découverte n'est pas terminée, que la Terre détient encore des secrets non écrits dans les manuels. À une époque définie par des réponses instantanées et des données mondiales, le sphinx sous-marin est une chose rare, une question sans réponse, une possibilité, un mystère pas encore résolu par des drones ou des algorithmes, et qu'il s'avère être un rocher naturel ou un monument oublié, il détient déjà de la valeur parce qu'il nous fait nous demander. Se demander si le passé est plus profond que nous ne le pensions, se demander si le mythe détient la mémoire, se demander ce qui se trouve juste sous la surface, attendant que quelqu'un écoute. Le sphinx sous-marin de Gizeh, qu'il soit sculpté ou accidentel, confirmé ou rejeté, reste où il a toujours été, sous la surface, sous la boue, l'eau, le poids du temps. Il n'a pas de plaque, pas de nom, pas de projecteur, et pourtant il parle doucement dans l'absence de réponse. Pour chaque monument que nous avons déterré en Égypte, il y en a d'autres encore enterrés, encore en attente. Certains sont trop fragiles pour être découverts. D'autres sont perdus dans le Nil changeant, noyés sous des couches de vases et de secrets. Et quelques-uns, comme celui-ci, se trouvent à la vue de tous, ignorés non pas parce qu'ils manquent d'importance, mais parce qu'ils posent des questions auxquelles nous ne sommes pas encore prêts à répondre. Peut-être que c'est ce qui rend le sphinx sous-marin si puissant. Pas sa taille, pas son âge, mais son silence. Il nous force à confronter les limites de ce que nous savons et l'inconfort de ce que nous avons peut-être négligé. En vérité, il pourrait ne jamais être excavé. La politique, le financement et la tradition forment des murs plus hauts que n'importe quelle tombe, mais cela ne signifie pas qu'il est sans importance. Bien au contraire, l'obscurité même du monument l'a transformé en miroir, reflétant non seulement ce qui est enterré, mais ce que nous choisissons de nous souvenir et ce que nous choisissons d'oublier. Il nous rappelle également que l'histoire n'est pas un livre fermé. C'est un puzzle vivant, dispersé à travers des paysages et des rivages, attendant un changement de marée, un changement de pensée ou une question courageuse pour déranger la poussière. Peut-être qu'un jour l'eau reculera et la forme complète s'élèvera, pose, visage et tout. Peut-être que le radar confirmera ce que le mythe a longtemps suspecté. Ou peut-être que le mystère restera, passé de génération en génération, comme un murmure entre les pierres. Mais que ce soit monument ou mirage, le sphinx sous-marin sert déjà son plus grand objectif. Il remue l'imagination. Et dans un monde qui se noie dans la certitude, cela pourrait être son plus grand cadeau. Parce que peut-être que les choses les plus anciennes ne sont pas seulement enterrées dans le sable ou le temps, peut-être qu'elles sont enterrées en nous, dans notre besoin d'explorer, de nous souvenir, et de croire que quelque part là-bas, sous les vagues ou le désert, le passé respire encore et attend toujours d'être trouvé. Les mystères anciens ne meurent jamais vraiment. Ils dorment, ils attendent. Ils murmurent à travers les siècles, à travers les couches de sédiments et de scepticisme, à travers les générations d'érudits et de rêveurs. Et parfois, juste parfois, ils refont surface, non pas avec des réponses, mais avec des questions encore plus profondes. Le sphinx sous-marin de Gizeh, réel ou imaginé, nous rappelle que l'Égypte détient encore des secrets, que sous chaque dune, sous chaque vague du Nil, sous chaque pierre sur laquelle nous marchons, il pourrait y avoir quelque chose d'ancien qui attend, une histoire que nous n'avons pas encore entendue, un monument que nous n'avons pas encore vu, une vérité que nous n'avons pas encore osé affronter. Nous avons construit des musées pour préserver le passé. Nous avons écrit des livres pour l'enregistrer. Nous avons créé des chronologies pour le contenir. Mais l'histoire, comme l'eau, refuse d'être contenue. Elle s'infiltre à travers les fissures. Elle érode nos certitudes. Elle nous rappelle que nous ne savons pas tout. Et peut-être, juste peut-être, que c'est exactement comme cela devrait être. Parce que le mystère n'est pas l'ennemi de la connaissance. C'est son carburant. C'est ce qui nous pousse à creuser plus profondément, à regarder plus attentivement, à remettre en question plus hardiment,
Le sphinx sous-marin, qu'il soit pierre sculptée ou rocher façonné, a déjà accompli quelque chose de remarquable. Il nous a fait nous demander. Et dans ce questionnement, nous honorons non seulement le passé, mais la curiosité éternelle qui nous rend humains. Alors laissons le Nil garder ses secrets un peu plus longtemps. Laissons le sable recouvrir ce qu'il veut cacher. Laissons le temps faire son travail patient. Parce que les meilleures histoires ne sont pas celles qui se terminent proprement, mais celles qui nous laissent regarder l'horizon et nous demander qu'est-ce qui nous attend encore, juste au-delà de la vue. Et peut-être que c'est la plus grande leçon du sphinx sous-marin, que l'histoire n'est pas seulement ce que nous trouvons, mais ce que nous cherchons. Et tant qu'il y aura des mystères enterrés dans le sable sous l'eau, sous les siècles de silence, il y aura toujours une raison de continuer à chercher, de continuer à rêver et de continuer à croire que le passé n'a pas fini de parler.